historien des grandes monarchies européennes. Est-il nécessaire de présenter Jean Descartes qui nous fait l'honneur de nous retrouver sur TV Liberté. Bonjour Jean Descartes. Bonjour. Et vous venez de publier aux éditions Perrin cet ouvrage, La malédiction des cadets au sein des monarchies. C'est aux éditions Perrin, mais c'est en vente sur le site tvl.fr. Vous allez dans la rubrique de TVL, cet ouvrage est déjà en vente. Le prince Harry, fils de Charles III, aura réussi quelque chose, c'est à porter, à partir de son livre, votre réflexion sur les cadets. Il écrit son livre de mémoire, Le Suppléant, et là, il vous est venu l'idée de raconter les difficultés rencontrées par les cadets des maisons souveraines, et notamment celle-ci. Oui, et effectivement, c'est une situation compliquée, parce qu'on est complexé quand on n'est pas l'aîné. On est le deuxième, alors éventuellement on pense à la disparition de l'aîné si on a de mauvaises pensées, c'est arrivé. Et être un cadet n'est pas une situation facile parce qu'on pense qu'on va vous appeler en cas de problème, vous êtes une solution de remplacement, vous n'avez pas droit au protocole, à la considération qu'aura l'aîné. On ne pense pas aux responsabilités à ce moment-là. Et ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est que sans parler systématiquement de l'histoire ancienne, dans une histoire contemporaine du XXe siècle, ce problème s'est posé, si on prend le cas par exemple de la reine Élisabeth II avec sa sœur Margaret, elle a eu quand même des problèmes, des difficultés. Il faut bien rajouter le contexte qui est celui de l'après-guerre, après l'héroïsme des Britanniques, et la conduite de Margaret faisait scandale, c'est ça. Alors, c'est une des caractéristiques du cadet, je pense, c'est que pour se faire remarquer, pour exister, il va trop loin, souvent, il a un comportement qui est excessif. Enfin, c'est un complexe, pour exister, il faut en faire trop. On va le voir à travers l'histoire, mais est-ce qu'il faut s'entendre sur ce titre de l'ouvrage, La malédiction des cadets? Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une fatalité historique, je m'adresse à l'historien, ou est-ce que ce n'est pas une simple construction littéraire? Bien, il y a les deux, parce qu'il y a des vérités, il y a des cadets qui se sont assez bien comportés ou avec lesquels on s'est bien comporté, mais c'est un complexe d'avoir l'idée qu'on est une solution de remplacement en cas de drame, de catastrophe, de décès, enfin de tout ce qui peut arriver. Je pense que c'est une réalité, si vous voulez. Ne pas être le premier choix obligatoire est certainement difficile par moments à digérer. Alors vous décrivez deux options majeures pour les cadets, l'acceptation stoïque, dites-vous, ou la rébellion contre l'aîné, en le cas. Et avant d'entrer dans les exemples historiques, parce que j'en ai quelques-uns que je vais vous faire raconter, diriez-vous que la meilleure des stratégies, c'est d'accepter ou de se rebeller, de votre point de vue? Du point de vue de l'historien. Du point de vue de l'historien, c'est d'accepter, ce qui n'exclut pas totalement des petites pointes de rébellion pour dire non, j'ai déjà beaucoup accepté, mais là, on va trop loin. Je pense que déclarer la guerre tout de suite pour jalousie, pour un complexe épouvantable, serait une mauvaise stratégie, me semble-t-il. Et je crois que c'est plus malin d'être, dire je suis aussi un peu en réserve au cas où, etc. Mais c'est un complexe, c'est évident de ne pas être le premier choix automatique. On reviendra au Windsor, mais j'ai voulu au départ, bien évidemment, mettre l'accent sur les exemples français. Et d'ailleurs, vous commencez vous-même l'ouvrage par le cas de Philippe IV le Bel. Et pourquoi avoir choisi ce point de départ d'ailleurs? Je me dis, est-ce que c'est parce que l'exemple est bien documenté ou parce qu'il comporte des éléments symboliques forts qui accompagnaient cette notion de... Oui, je crois, parce que personne ne peut oublier le règne de Philippe le Bel, ses relations compliquées, le drame des Templiers, etc. J'y pensais parce que récemment, j'ai appris que le président de la République était parti se promener il y a 24 heures dans l'île de la Cité, à l'endroit où se trouvait le bûcher des Templiers, où le grand maître Jacques de Molay a été incinéré. Et je trouve que c'est, si vous voulez, toujours, dans les grandes familles industrielles, économiques, il y a le même problème. L'aîné, le cadet, est-il une solution de remplacement? Alors ça n'a pas les mêmes conséquences, pense-t-on? Si, je crois que c'est toujours un problème de complexe d'être éventuellement une solution au cas où.
Mais alors, dans le cas de Philippe le Bel, je me suis dit, est-ce que c'est pas finalement, dès le départ, un contre-exemple de la malédiction des cadets? Parce que on sait que, bon, alors pour Philippe le Bel, sa famille a été un sujet, comme vous l'avez dit, complexe et de préoccupation constante, ça c'est sûr. Mais que ses 3 fils, qui se sont successivement assis sur le trône de France, c'est peut-être le cadet qui a été le meilleur. Louis X le Hutin, Philippe V et Charles IV, c'est Philippe V finalement qui restera dans l'histoire comme le meilleur roi. Et sa malédiction, elle est ailleurs. Oui, absolument. Et je partage votre point de vue. Je veux dire, la malédiction a tellement de possibilités de se manifester dans des détails ou dans des grands événements tragiques, maladies, guerres, etc. Je pense que c'est ça, si vous voulez, mais le drame de Philippe le Bel reste terrible dans l'histoire. Il faut le dire. C'est vraiment dans notre histoire, dans l'histoire de France, c'est un chapitre, enfin, c'est une épopée douloureuse, je trouve. Il se finit mal. Cette malédiction, c'est celle des Templiers. Oui. On va les poursuivre. Ah oui. Ils ont dit, roi maudit, les rois maudits et compagnie, ça commence là. Cette malédiction a, semble-t-il, eu un fondement de réalité. Alors, est-ce que c'était une conjonction de hasard, d'événements qui ont été bien utilisés, ou est-ce qu'il y avait une possibilité d'agir sur l'avenir? Ça, nous ne pouvons pas vraiment le dire, mais enfin, ça a marqué notre histoire. Et je pense aujourd'hui, quand je vois des exemples contemporains, j'ai beaucoup fréquenté la monarchie britannique. J'ai eu l'honneur de faire visiter, par exemple, le château de Windsor un 31 décembre pour mes compagnons de voyage avec mon épouse. Et on bavardait avec le personnel qui nous accompagnait, qui s'inquiétait. Oui, alors William, et puis la suite. Oui, c'est pas brillant, Harry, etc. Donc un complexe pour ces grandes institutions qui pensent à l'avenir. Alors, ce livre évoque le passé, mais ce qui n'interdit pas de penser aux différentes possibilités d'avenir et angoisse, avec un phénomène nouveau qui s'appelle la médiatisation, qui est une arme à double tranchant, comme vous savez. On va reparler de cela. On va rester en France, si vous voulez bien. On va avancer dans le temps avec, alors là, un cadet insupportable. Vous l'appelez le cadet éruptif et révolté. Alors, il s'agit de Gaston d'Orléans. Il réussit à parasiter la quasi-totalité du règne de son frère aîné, Louis XIII. Ben oui, il est infernal, tout simplement. Il veut exister. Alors ça, c'est typique des cadets. Hein. On va faire un scandale, on va inventer une guerre, inventer un vol, etc. Et donc, il était infernal. Je pense que c'était insupportable. Alors, on tombe là sur le problème, ceux qui acceptent plus ou moins. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux. Ils sont discrets. Mais Gaston d'Orléans, c'est un cas C'est un ambitieux par conviction politique ou c'est un homme prisonnier de son ressentiment? Moi, je crois, il y a les deux. Mais si vous voulez... Rebelle et jaloux. Oui. Ça va, à mon avis, ensemble. Je crois que c'est un exemple, ça va ensemble. Ils sont... Pour avoir vu dans des familles actuelles, des grandes familles que je ne nommerai pas, industrielles, économiquement importantes, des cadets, on voit toujours le complexe... L'un d'eux me disant « Vous avez de la chance, vous êtes fils unique. » Non, on comprend. Et on ne réalise pas dans notre histoire et dans l'histoire européenne, si on prend les cas, par exemple, en Russie, ça a été absolument tragique, sanglant, partout, le complexe. Je pense le complexe. Voilà. À une époque, on ne se débarrasse plus de ces cadets. L'autre époque, on se débarrassait du cadet oui. manu militari, si j'ose dire. Absolument. Là, Louis XIII ne se débarrasse pas de son frère. Non. Même s'il en a peut-être eu... Oui, alors non, il va organiser une coexistence, si je puis dire, sous surveillance. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour le roi. C'est quand même compliqué, avec un souci permanent. Qu'est-ce qu'il va faire comme bêtise? Est-ce qu'il va mal se comporter avec l'Espagne? Qu'est-ce qu'il fricote? Enfin bref, le cadet est en général, il me semble, à travers les siècles, l'objet d'une surveillance plus ou moins marquée parce qu'on a peur qu'il fasse telle ou telle chose.
Alors, en contrepoint de ce cadet rebelle, il y a un autre cadet rebelle sur lequel il faut s'arrêter. Cette fois-ci, ce n'est pas le frère de Louis XIII, c'est le frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans, frère cadet du roi Soleil. Alors lui, c'est un cadet, si j'ose dire, assumé, docile, effacé et non dénué de talent, dites-vous. Oui, il a eu un comportement qui a été apprécié pour se faire accepter. Il est clair que ça demande un énorme travail d'adaptation, si vous voulez. Et je crois que Philippe d'Orléans est un bon exemple de domination de soi-même, de mise à part des jalousies ou des rancœurs, en faisant semblant d'accepter la situation. Ce qui est, à mon avis, un effort à souligner, parce que c'est assez méritoire. Ça ne veut pas dire que ça réussisse obligatoirement. Je veux dire, dans la cour de France, c'est un bon exemple. Avec une affection que lui porte le roi Louis XIV, réelle, oui, constante, jusqu'à la fin de sa mort. Il me semble. Je dirais avec une attention vigilante, très, très vigilante, pour que... si vous voulez, on ne veut pas laisser le cadet libre de faire tout ce qu'il veut. Peut-être peut-il avoir de bonnes idées, mais on se méfie un peu. Alors, c'est très injuste au départ, parce que pourquoi est-ce qu'il serait plus ou moins tenté Voilà, c'est pas obligatoire. Il y a des cadets qui sont moins éruptifs, moins complexés. Sa liberté symbolique à Philippe d'Orléans, je reste sur le frère de Louis XIV, est-ce qu'elle ne s'échappe pas par une volonté de contraste avec son frère? Par exemple, sur les mœurs, évidemment, sur les arts, on le laisse faire, mais quand c'est sur le militaire, par exemple, où il excelle, semble-t-il... Oui, il a du talent. Oui. Il gêne Louis XIV. Oui, absolument. Alors ça, c'est typique quand le cadet a, si je puis dire, trop de qualité, trop de talent qu'il exerce, et effectivement, on comprend que Louis XIV trouve qu'il sort de sa place, il devrait rester un petit peu discrètement, mais ça n'était pas son genre. Et je pense que c'est infernal pour tout le monde. Il y en a un qui est en place, qui se méfie des bêtises, entre guillemets, que pourrait faire le cadet, et le cadet qui cherche les faiblesses de l'aîné, éventuellement pour en profiter. C'est quand même une situation pénible. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Philippe d'Orléans a fait des choix, par exemple, de mœurs pour être en contrepoint de son frère? Oui, je pense. Alors, ça ne veut pas dire que j'approuve. Personnellement, non, mais je trouve que c'était une façon intelligente et diabolique, si je puis dire, pour exister. Voilà, alors, effectivement, il se faisait remarquer des mœurs qui ne convenaient pas, etc. Mais c'est un besoin d'avoir une identification différente. Puisque je suis le cadet, puisque je suis le numéro 2, que je ne serai jamais numéro 1, je vais me faire remarquer. Je suis homosexuel, mais néanmoins, je me marie, je me remarie, et j'aime les femmes. C'est un cas intéressant. Les femmes, mais je n'étais pas dans son lit, mais je veux dire, c'est tout de même intéressant. Alors, est-ce que l'homosexualité a été un moyen d'exister? Oui, même si c'est un penchant naturel, mais pas que ça. Et puis, il y a le retour aux mœurs, disons, normales. C'est un... Devoir d'État. Voilà, absolument. Il a essayé de réunir tout ce qu'il pouvait rassembler comme possibilité pour se défendre et exister, en essayant de ne pas trop franchir. Enfin, tout de même, la question des mœurs, c'était délicate. Dans l'ouvrage, vous étudiez de nombreuses familles, dynasties, même laquelle illustre le mieux, en dehors de celle que je viens d'évoquer pour la France, laquelle illustre le mieux la force ou la fragilité de la fratrie au sommet du pouvoir en dehors de la France. Si vous aviez un exemple, on resterait chez les Windsor? Les Windsor et les Romanov, c'est tout de même très, très intéressant. J'en avais beaucoup parlé avec... quelqu'un qui était une amie proche, Hélène Carrère-Dancos. Nous avons animé des voyages dans la Russie post-soviétique ensemble. Et je trouve que... Alors, je mets en place les dimensions de la Russie, un pays gigantesque, où il fallait 8 jours de train pour faire tout le parcours. Alors, on imagine ce que ça représentait. Le besoin d'exister dans un pays avec un degré d'alphabétisation quasiment zéro. Si vous voulez, je pense que
dans le drame des cadets, la situation géopolitique joue un rôle essentiel. Dans un petit pays, tout se sait plus rapidement. Dans un pays immense comme l'est la Russie, sur des milliers et des milliers de kilomètres, vous avez une chose très intéressante en Russie qui date des tsars et que les cadets ont maintenu, c'est que toutes les gares, même quand vous êtes à 8000 km de Moscou, donnent l'heure de Moscou. Et ça veut dire que l'aîné a continué à marquer son importance en disant « je suis l'aîné et s'il y a un cadet, il va être à mon heure ». On avait commencé cet entretien avec les Windsor, on va poursuivre avec les deux frères, donc William et Harry, des figures récentes, mais comment, et ça c'est ma question, comment on peut faire pour interpréter la situation, la version officielle des choses? Parce que je suppose que vous ne disposez pas des lettres, des correspondances privées, des journaux internes. Comment on interprète des sources qu'on n'a pas? Oui, écoutez, ça c'est tout de même très délicat, mais il y a une réalité qui s'appelle la médiatisation aujourd'hui. Harry a fait toutes ces bêtises, entre guillemets, en public. Quand il va à une soirée avec un uniforme nazi, c'est une provocation pour exister. Alors je pense que ça, c'est le problème du complexe éternel. Je suis le numéro 2, mais il faut qu'on me remarque. Et alors là, comme je ne le crois pas très malin, et ni bien élevé, parce que moi je n'oublierai pas, si vous voulez, par exemple, que Harry et Meghan ont quitté le territoire britannique en plein Covid et au moment où le prince Philippe était hospitalisé dans un état grave. Ça a été très mal perçu par l'opinion britannique. Alors évidemment, nous ne sommes plus au temps de Philippe le Bel, mais la médiatisation, qui est ce que nous savons, a fait qu'immédiatement on a peu apprécié ce comportement et que depuis, ce cadet fait tout pour essayer de revenir dans tous les sens du terme. Pas bien élevé. Non, très mal élevé. C'est une charge très forte contre les monarchies, parce que s'ils ne sont pas capables d'être bien élevés, pourquoi ils seraient le roi? Oui, il n'y a pas de raison, en effet. Donc je pense que ça serait catastrophique et je pense qu'on en est bien conscient là où il faut l'être. Je pense que les dernières années de la reine Elisabeth II ont été assombries, non seulement par la maladie du prince Philippe, mais par le comportement de ses petits-enfants turbulents, alors qu'elle avait pris soin qu'ils viennent déjeuner une fois par semaine avec elle, etc. Non, il y a un problème d'intelligence, de raisonnement, de bon sens, et, j'y reviens, le piège de la médiatisation. Le suppléant, c'est le suppliant. Ça veut dire « je veux exister, ne m'oubliez pas, je suis là ». Est-ce que vous pensez vraiment que dans le cas précis que nous évoquons, les médias, mais aussi l'opinion publique, jouent aujourd'hui un rôle qui accentue cette malédiction, c'est-à-dire les attentes imposées aux cadets par rapport au siècle passé? Bien entendu, aujourd'hui, avec tous les circuits médiatiques possibles, on est au courant de tout, on va même être au courant de falsifications et d'événements faux ou qui ont été détournés. C'est arrivé à quelqu'un que je connais dans le monde économique important, qui est un cadet qui lui se tient bien, mais qu'on a fait tomber dans un piège. Je pense que ça, c'est, si vous voulez, la faiblesse de Harry, à mon sens, c'est de croire qu'on peut exister par les médias uniquement. Parce que c'est un piège. Et le pire, elle n'est jamais loin. Deux petites questions encore. Vous dites des enfants turbulents, vous mettez William aussi dans la même... Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même turbulence et il a eu un comportement... c'est un ancien pilote. Il a fait ce qu'il fallait le plus souvent possible en sachant, je pense, à tout ce que son frère pouvait faire et en l'ayant en surveillance. Ce qui n'est pas drôle du tout, si vous voulez, d'être obligé de faire attention à son propre sort et de surveiller un petit peu ce que ferait le cadet qui éventuellement le remplacerait. Je pense que c'est très, très dur. Ce serait un bon roi, alors? Pourquoi pas? Bon, et si vous aviez, en conclusion, à donner un conseil
un conseil, un seul, Jean Descartes, à un cadet d'aujourd'hui, qu'il soit issu d'une dynastie royale ou d'une simple famille ordinaire, simple, quel serait-il? Vous étiez cadet, vous? Oui, je dirais, n'essayez pas de ne pas être un cadet, soyez à votre place, vous avez votre place, elle n'est pas forcément la première par définition. Si on fait appel à vous, c'est qu'il y aura eu une catastrophe, soyez à la hauteur de la situation. Vous étiez l'aîné, vous, la famille? Oui, mais si vous voulez... C'est facile à dire, alors. Oui. Alors, moi, je suis fils unique, alors je n'ai pas eu ce problème. Mais je veux dire, je connais beaucoup de gens, y compris dans le milieu économique actuel, qui sont des cadets, que je ne vais pas nommer, mais qu'on connaît, et qui sont prêts à servir et qui ont un complexe en même temps. Non, c'est très inconfortable. Alors, on est plus ou moins intelligent, on est plus ou moins aidé, entouré. Je pense que l'entourage est très important. Merci beaucoup et je vous invite à poursuivre cette réflexion sur les cadets et la malédiction qui les poursuit quelquefois à travers l'histoire de la France, l'histoire de la Grande-Bretagne et aussi de la Russie. Ce sont les trois grands pôles d'investigation de Jean Descartes depuis bien des années. Merci à vous d'être venu, Jean Descartes. C'est toujours un plaisir. Merci de m'avoir accueilli.